Bonjour chers amis, c'est Mohamed Mujtaba Khan, on se connaît déjà sur Marketing TV Monde. Donc c'est un grand plaisir de se retrouver et de pouvoir contribuer à cette belle initiative de l'Aibamba Sec, avec comme idée notamment de pouvoir diffuser des cours, en tout cas accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur confinement ou leur retrait à la maison. C'est quelque chose de particulièrement difficile, mais je crois qu'il est important de toujours bien voir le bon côté des choses. J'ai suivi hier le test de démarrage de l'Aibomba sur le marché et je crois que c'est une chance énorme que les apprenants ont de pouvoir se rafraîchir, de pouvoir faire des études de cas que quelquefois les profs n'ont pas le temps de faire complètement en classe, de pouvoir les corriger notamment. Je crois que c'est une chance énorme à saisir. J'encourage tout le monde à suivre ces émissions. C'est quelque chose de particulièrement important. Voilà. Je voudrais aussi pouvoir rappeler, comme ça se fait dans cette période de guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, nous sommes dans une période de guerre, les mesures sanitaires. Le Covid-19, qui est une maladie due au SARS-CoV-2, est une vraie maladie qui existe, qui fait beaucoup de malheurs, beaucoup de dégâts. Les scientifiques qui en parlent n'ont pas encore d'accord sur ce que c'est que cette maladie, quels sont ses effets, comment ça réagit. C'est pourquoi il y a quelquefois des controverses, certains qui disent que la maladie est bénigne, d'autres qui disent qu'elle n'est pas bénigne, qu'elle est grave, etc. Ça veut dire qu'en l'état actuel des connaissances, on ne peut pas établir si notamment cette maladie-là est une maladie grave ou pas. On ne le sait pas. On sait par contre que ça fait des morts parmi les jeunes et parmi les moins jeunes. Donc nous devons prendre cette menace à la légère. Le président de la République a pris sa responsabilité hier soir pour décréter l'état d'urgence. Je crois même peut-être que d'ici la fin de la semaine, on ira à plus que ça, parce qu'il faut qu'on puisse se confiner afin de voir les vrais cas et de les soigner. C'est vrai qu'on se bat pour qu'il y ait des mesures économiques et sociales au profit des petites entreprises, des moyennes entreprises. Mais la meilleure solution, c'est qu'on ne puisse pas vivre très longtemps de cette crise-là, qu'elle puisse disparaître très rapidement. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Et pour ça, nous devons être disciplinés, respecter les règles qui ont été édictées par les autorités, avoir plus d'hygiène, ne pas avoir peur de se déclarer quand on a des signaux ou des symptômes, ne pas seulement dire j'ai un petit palu, j'ai un petit rhume, etc. Je crois qu'il est important de le faire. Mon ami Mustapha Mamba Guirassi a montré la voie. C'est un grand leader, un homme exceptionnel qui était malade, qui ne s'est pas caché, qui au contraire a essayé de sensibiliser, mais aussi de donner de l'espoir pour montrer que ces maladies-là sont soignables. Peut-être qu'on n'a pas des équipements énormes au Sénégal, mais on a des compétences médicales exceptionnelles. On a de grands experts qui forment d'autres experts à travers le monde. Donc, je n'ai pas peur pour ça. Voilà, j'ai pas peur pour ça. Mais aussi, ne leur donnons pas un surplus de travail. Sinon, ça sera absolument rien. Voilà. Je voudrais aussi dire que nous sommes tous sur les réseaux sociaux à échanger, à sourire, à rire, à se faire des blagues et tout. Mais l'année n'est pas terminée. On n'a pas encore dit que l'année scolaire est annulée. On n'a pas dit qu'il y aura année blanche. On n'a pas dit que les examens et tout ça seront reportés. Il est important que les gens se rappellent ça. Il est important de se dire que il y aura des partiels, il y aura des examens, il y aura des compositions, il y aura des évaluations. Et quand vous retournerez en classe, j'espère très bientôt, vous n'aurez pas beaucoup de chance pour pouvoir aller réviser. Et je crois que vous avez une occasion en or pour réviser, pour ouvrir les livres, que ce soit des livres physiques, que ce soit des livres électroniques, pour suivre les vidéos comme celle de l'Aibomba, pour suivre les exercices, pour pouvoir s'améliorer, pour relire les livres pour lire les livres qu'on n'a pas eu le temps de lire.
Combien d'entre vous ont lu le Mercator? Combien d'entre vous ont lu le Kotler? Combien d'entre vous ont lu des livres de marketing? Pour regarder les articles sur le marketing, parce qu'il y a énormément d'articles. Le marketing est une discipline particulièrement vivante. Et il est important de pouvoir aller lire les articles. Qu'est-ce qu'on dit sur l'inbound marketing, sur le CRM, sur toutes ces nouvelles choses qui sont en train de pulluler dans le marketing, parce que vous ne pouvez pas vous limiter à ce qu'il y a en classe et ce qu'on vous raconte. Il est important de se mettre à jour. C'est l'occasion aussi d'aller sur YouTube, de voir des vidéos qui sont des vidéos pédagogiques, apprendre des choses. Je crois très très sérieusement que vous avez une occasion en or de vous rattraper sur tout ce que vous ne saviez pas et de pouvoir affiner votre expertise. C'est très important. L'autre chance que vous avez, c'est que l'Aibomba met à votre disposition un panel d'experts dans divers domaines du marketing ou du management. Et c'est l'occasion pour vous de participer dans les émissions, de poser des questions, de dialoguer, de discuter, de dire Monsieur l'Aibomba, on voudrait discuter de tel thème et qu'il vous trouve l'expertise nécessaire pour traiter ça. Donc je crois que vous avez une chance énorme et il faut vraiment prendre cette chance-là et ne pas oublier d'étudier, ne pas oublier d'affiner les connaissances. C'est d'une importance capitale. Ne vous dormez pas sous vos lauriers en discutant sur Facebook, WhatsApp, en riant des vidéos virales, tout ça. Ça, c'est très bien. Mais les cours ne sont pas arrêtés. On n'a pas encore décidé que cette année sera blanche et j'espère que l'année ne sera pas blanche. On ne perdra pas une génération. J'espère que bientôt, nous reprendrons le chemin du travail et de l'école. Mais même si ce n'est pas le cas pour très très bientôt, battez-vous de grâce pour pouvoir rapidement, notamment, affiner vos connaissances, en savoir plus, mieux comprendre. Alors, l'idée maintenant aujourd'hui, c'est que hier, l'Aibomba a bien introduit sur le marché en montrant que le marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Quand on regarde bien sous la dimension marketing, parce qu'il y a plusieurs marchés, je crois qu'il a parlé des marchés amont, aval, enfin tous ces trucs-là, sous l'aspect marketing, parce que le marketing s'occupe des aspects aval de l'entreprise, le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'output de l'entreprise, c'est-à-dire les produits et services qui sont destinés à sa clientèle actuelle et sa clientèle potentielle. Voilà. Et le rôle du marketing, c'est de porter ces produits vers la clientèle. C'est ça le rôle, c'est ça la responsabilité du marketing. Et évidemment, beaucoup de définitions ont été proposées sur le marketing. Je crois que l'Aibomba en a parlé. Il y a beaucoup de définitions. Une des définitions assez intéressantes, en tout cas, c'est l'approche de Landry et Lindon dans le Mercator, montrant que le marché, c'est d'abord une histoire d'un ensemble de données structurées sur l'évolution des ventes d'un produit, mais c'est aussi un ensemble d'acteurs qui influencent notamment ou participent à influencer l'achat. Mon intervention d'aujourd'hui, de quelques minutes, parle justement de ceux qui influencent les achats. Parce que dans la partie offre, il y a le client qui est la cible, en tout cas en B2C. En B2C, le client est vraiment l'acteur final à qui le produit est destiné. Et pour que le produit arrive chez le client, on va avoir deux types d'intermédiaires. Il va y avoir ce qu'on appelle l'intermédiaire commercial, qui est le distributeur, dont le rôle est d'aller collecter le produit auprès du fabricant et de l'amener vers le client final. Il rend le produit disponible pour que l'échange puisse se faire. Ça, le produit est échangé contre de l'argent. Et il y a un autre type d'intermédiaire dont on parle de plus en plus, qu'on appelle les influenceurs. Alors, pourquoi parler des influenceurs? Pour une raison très simple, c'est un terme qui, ces dernières années, a été totalement galvaudé. Il y a eu vraiment une utilisation particulièrement abusive du terme d'influenceur. Voilà, toutes ces personnes qui ont des comptes Instagram, je sais pas, WhatsApp, enfin tous ces gens-là, Facebook, se présentent comme des influenceurs. Et voilà, je ne sais pas maintenant si les gens savent ce que c'est qu'un influenceur, en tout cas du point de vue du marketing, et quelles sont les conditions pour pouvoir réaliser cette influence. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs dans le secteur digital. Mais l'influenceur, c'est ceux qui influencent les décisions d'achat des clients, ont toujours existé en fait. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont été rendus viraux à travers notamment les supports Internet. Voilà, bien. Dans le domaine du marketing,
on identifie trois types d'influenceurs. Le premier type d'influenceur, c'est notamment ce qu'on appelle le leader d'opinion. Le leader d'opinion, c'est un individu qui va avoir une influence particulière sur un groupe social déterminé. Donc, c'est uniquement sur son groupe social qu'il exerce une influence. Alors, quels sont les différents types de leaders d'opinion? On peut distinguer deux types de leaders d'opinion. Le leader d'opinion de fait et le leader d'opinion par l'exercice de ses fonctions. Le leader d'opinion de fait, c'est un individu qui incarne un groupe, ou en tout cas à travers lequel le groupe se reconnaît. Ok? C'est exemple Youssou N'Dour sur notamment ses fans. C'est un chef religieux auprès notamment de ses disciples. Voilà. Donc ça, c'est un responsable politique aussi auprès de ses militants. Donc c'est un individu qui s'incarne comme un leader d'un groupe et le groupe se reconnaît en lui, il exerce un leadership sur ce groupe. Et généralement, c'est un charisme en fait qu'il incarne auprès de ce groupe qui fait qu'il y a réellement une adhésion quasi automatique à l'ensemble des messages qu'il va délivrer. C'est pourquoi, dans certains cas, notamment pour pouvoir intéresser certains groupes sociaux, on va plutôt agir sur les chefs de ces groupes sociaux. Vous vous rappelez le cas récent de l'épidémie d'Ebola. L'État du Sénégal a dû agir directement sur des chefs religieux pour amener les gens à utiliser les moyens de propreté, se laver, s'occuper de leur propreté, de leur hygiène pour qu'ils ne puissent pas être contaminés notamment par le virus Ebola. Voilà. Je crois que c'est un peu le cas aussi pour l'instant concernant le Covid-19. Voilà, bien. Donc, ces leaders d'opinion-là ont un rôle important qu'ils vont jouer, mais sur un groupe social déterminé. C'est-à-dire l'influence devient moins importante quand, notamment, on sort du cadre de ce groupe social déterminé. Ces gens-là, ils sont des influenceurs. Pas numériques, physiques, mais des vrais influenceurs. Il y a un deuxième type de leader d'opinion. C'est le leader d'opinion par l'exercice de ses fonctions. C'est toujours un individu qui va avoir une influence sur un groupe social déterminé, non pas en raison de sa fonction de leader, mais en fonction de son expertise dans un domaine particulier. D'accord? C'est l'exemple précis, par exemple, ou l'exemple particulier d'un journaliste spécialisé dans un domaine, d'un journaliste d'investigation qui, en réalité, a montré son expertise, sa connaissance, sa profondeur dans un domaine particulier. Donc, ces articles, ces blogs, ces points de vue vont avoir une influence importante. Vous voyez que de plus en plus, même les médias invitent des journalistes spécialisés dans un domaine dont on va dire que c'est des grands connaisseurs, généralement ce qu'ils disent c'est vraiment ça, ou dès qu'ils le disent, ça semble particulièrement vrai. Et de plus en plus, vous le sentez en tout cas dans les médias ici en Afrique, il y a maintenant des journalistes qui sont très pointus dans, par exemple, le domaine judiciaire, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la santé, etc. Et généralement, ces journalistes, quand ils ont leur émission ou quand ils participent comme invités dans des émissions, ils ont en général un impact très, très important auprès du public. Ça, c'est des leaders d'opinion, pas parce qu'ils ont un ascendant ou parce qu'ils exercent une autorité sur un groupe social déterminé, mais ils ont une expertise qui leur permet notamment d'avoir en tout cas une écoute favorable auprès de ces groupes sociaux. À côté des leaders d'opinion, dont, comme je l'ai dit, l'impact se résume en groupe social déterminé, j'aurais pu aussi, sur les leaders d'opinion par l'exercice de leurs fonctions, parler des griots. Les griots qu'on utilise. J'ai vu que récemment, on a utilisé notamment ce qu'on appelle les griots à travers les collectes de fonds, etc. J'ai vu une émission récemment là-dessus, où la sensibilisation, c'est aussi des leaders d'opinion par l'exercice de leurs fonctions. Voilà, c'est des gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent les gens, qui connaissent les familles et qui ont une influence sur les groupes sociaux. Ça aussi, il faut considérer qu'on peut les utiliser comme notamment des leaders d'opinion par l'exercice de leurs fonctions. Voilà. On peut d'autres cas, notamment parmi les cas qu'on peut donner, on peut donner le cas des Badjanogor,
qui ne sont pas des experts en santé, voilà, mais qui vont être formés, qui vont être capacités, qui vont être renforcés, qui, à travers leur rôle dans les groupes sociaux, vont pouvoir approcher les femmes, discuter avec elles, discuter des jeunes filles, des personnes vulnérables, pour discuter avec assez particuliers et leur donner les meilleurs conseils pour qu'ils puissent être pris en charge dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est les leaders d'opinion par l'exercice de leur fonction. Le deuxième type d'influenceur qu'on a, c'est le prescripteur. Le prescripteur, c'est l'individu qui, de par la loi, ou de par en tout cas une décision d'autorité, peut se substituer au client pour faire le choix de l'achat. C'est ça un prescripteur. Le prescripteur, il prescrit. Et la prescription est toujours liée à une activité décisionnelle, réglementaire. Donc ça, c'est très important, d'accord? L'exemple qu'on donne souvent, c'est l'exemple du médecin. Le médecin, il se substitue à vous. Quand vous venez voir le médecin, il fait son diagnostic et d'autorité, il va décider à la fois du produit à acheter et de la marque à acheter. D'accord? Il va vous dire, par exemple, vous êtes malade, vous avez besoin d'un anti-inflammatoire, je vous écris, par exemple, Advil. Je ne sais pas pour faire de la publicité. Mais il va vous prescrire le produit qui est l'ibuprofène, et il va aussi vous donner la marque Advil, notamment. D'accord? Maintenant, vous pourrez dire que oui, mais attendez, on peut changer le médicament. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des cas où la prescription est absolue, parce que le médecin est totalement responsable de la décision qu'il va prendre. D'accord? C'est par exemple le cas de ce qu'on appelle les médicaments qui sont sur la liste 1, qui ne sont pas modifiables par le pharmacien. Il y a maintenant des médicaments qui sont modifiables par le pharmacien quand notamment la marque n'existe pas ou n'est plus disponible, ou si le client a des soucis financiers, il va acheter un produit qui coûte moins cher. Ça, c'est une possibilité. La prescription, ce n'est pas seulement le médecin. Regardons le cas de l'État. L'État se réveille et choisit pour nous les livres qui sont au programme. Je crois que de la 6e à la terminale, et peut-être même après, il y a des livres qui sont au programme. Ces livres qui sont au programme sont définis par l'État à notre place. Voilà. Et c'est fait à chaque fois qu'un influenceur décide à notre place du produit qu'on doit acheter, il y a un phénomène de prescription. Cette prescription peut se limiter au produit, comme cette prescription peut concerner à la fois le produit et la marque. Et ça, c'est très important de le savoir. Et quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui le domaine médical, comment vous appelez ça encore, les laboratoires médicaux mettent tous en place des équipes commerciales, enfin bon, ce ne sont pas des équipes commerciales d'ailleurs, parce que la vente se passe, au Sénégal en tout cas, ça passe par la pharmacie nationale d'approvisionnement et par les répartiteurs notamment. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les laboratoires vont mettre en place des équipes de ce qu'on appelle des VM, des visiteurs médicaux. Les visiteurs médicaux, c'est complètement des forces de communication, c'est des spécialistes en communication d'influence. Le rôle n'est pas d'aller vendre. Le rôle, c'est de faire de la communication d'influence pour amener les spécialistes, ou en tout cas les prescripteurs et les préconisateurs de la santé, à privilégier leurs marques plutôt que les marques de leurs concurrents. Donc ça aussi, il faut très très bien le comprendre. C'est pour montrer que c'est des gens particulièrement importants. C'est les médecins, par exemple, dans le domaine médical, comme les pharmaciens, mais les médecins en première ligne, parce qu'avant que le pharmacien ne vende, encore faudrait-il que le médecin puisse faire une prescription. Voilà. L'autre aspect, notamment, le troisième niveau d'influence, le troisième type d'influenceur plutôt, c'est le préconisateur. Le préconisateur, c'est un individu qui a une expertise avérée dans un domaine. C'est un spécialiste du domaine. C'est un expert dans un domaine et notamment dont l'avis a de fortes chances d'être suivi par notamment les consommateurs. D'accord? Pour rester dans le domaine médical, on va prendre le cas du pharmacien. Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes malades, quelquefois, nous allons chez le pharmacien pour dire j'ai mal à la tête. Pourtant, le pharmacien n'est pas un médecin. Mais on se dit c'est quelqu'un qui connaît les médicaments, c'est quelqu'un qui connaît la pharmacopée, c'est quelqu'un qui a une idée très claire éventuellement de l'impact des médicaments sur la santé. Donc, on peut lui demander conseil. D'accord? Je suis sûr que de temps en temps, Yvonne Vassek va dire à ses étudiants, alors il faut aller acheter tel livre, il est très important.
et on se dit, ben, comme le prof l'a dit, on va quand même l'acheter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les préconisateurs. Ils n'ont pas un avis qui est obligatoire, mais il y a de fortes chances que leur avis puisse être suivi. Alors, on se dira maintenant, quelle est la place de nos influenceurs WhatsApp, Instagram, enfin bon, tout ce que vous voulez, pas WhatsApp, mais peut-être Facebook, je ne suis pas très... Voilà. Facebook, Instagram, bon, tous ces trucs-là, quelle est leur place dans cette affaire-là? Alors, les influenceurs, il faut les distinguer par rapport à leurs caractéristiques. C'est aussi simple que ça. Quand, par exemple, un journaliste spécialisé dans la mode, qui a fait des magazines de mode, ou qui a travaillé avec des spécialistes de la mode, crée son blog, crée ses pages de réseaux sociaux, donne des conseils, commence à expliquer aux gens comment ça se passe, c'est vrai, il devient un influenceur. Mais cet influenceur n'est pas un préconisateur. Il devient un leader d'opinion par l'exercice de ses fonctions. Parce que c'est un journaliste spécialisé dans un domaine qui va maintenant en fait partager son expertise en groupe. Et l'avantage de ce journaliste qui est en blog et autres, c'est que généralement, on va considérer qu'il n'a pas de conflit d'intérêt. Parce qu'il travaille avec plusieurs marques, parce qu'il les connaît tous et que son discours est plutôt un discours objectif. Et ça, justement, ça va permettre d'avoir notamment un très bon répondant auprès de ses interlocuteurs. Voilà. Bien. Vous allez avoir notamment un autre influenceur qui va être un préconisateur. Ça va être un expert dans un domaine. Vous le voyez de plus en plus, que ce soit des experts en IT, des experts dans le domaine de la médecine ou autres notamment, qui réellement sont pointus dans un domaine, qui connaissent réellement le domaine et qui vont essayer d'utiliser les réseaux sociaux ou en tout cas les supports technologiques pour pouvoir faire de l'influence. Ce que je voudrais rappeler à ce niveau, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir 3000 personnes qui vous suivent pour être un influenceur. Il ne s'agit pas d'avoir 1 million de vues pour être un influenceur. Il y a des conditions particulièrement importantes pour être un influenceur. Dans ces conditions, parce que pour être influenceur, il y a un facteur très, 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 très important, c'est le facteur de la crédibilité. Est-ce que votre message est crédible? Est-ce que vous-même, déjà vous-même, est-ce que vous êtes crédible? C'est très important. Les gens peuvent vous regarder parce qu'ils n'ont rien à faire, ils scrollent sur leur page Facebook ou leur Twitter ou tout ce que vous voulez pour vous regarder, ça les amuse, ou de voir un peu de quoi est-ce que vous parlez. Je suis sûr que si on mesurait l'impact de la plupart de ces gens qui se disent influenceurs, en tout cas d'une partie de ces gens qui se disent influenceurs, leur impact serait particulièrement faible dans les décisions d'achat des consommateurs parce que justement, quelquefois, la crédibilité n'est pas au rendez-vous. Donc, il ne s'agit pas d'avoir 1 million de followers, 150 millions de vues, ça ne suffit pas. Parce que ce que l'entreprise cherche, ce n'est pas d'avoir des vues seulement ou d'avoir des followers seulement, c'est d'avoir réellement des décisions d'achat. C'est que tout ça se concrétise après par un achat quand le client va vouloir faire un choix ou quand il sera dans un point de vente ou quand il va faire des recherches pour un achat en ligne. Voilà. Alors, l'influenceur doit être crédible. C'est très, très, très important. Donc, quand vous voulez influencer, quel soit le domaine dans lequel vous êtes, commencez d'abord par mettre en évidence votre connaissance ou votre compréhension ou votre expertise dans un domaine particulier. Vous ne pouvez pas influencer les gens sur comment s'habiller, comment se maquiller, etc., sans vous-même avoir une connaissance de ça. Donc, battez-vous. Il ne s'agit pas d'aller faire une formation là-dessus, mais il s'agit au moins de s'y connaître assez bien pour que vous puissiez avoir un ascendant sur les gens, notamment à qui vous vous adressez. Parce que si vous parlez à des gens, il faut avoir un ascendant sur eux, il faut avoir une meilleure compréhension des choses, il faut savoir les conseiller. On ne peut pas conseiller quelqu'un qui n'est pas, qui est peut-être meilleur que nous. Donc, il est important qu'on travaille sur cette crédibilité. Voilà. L'autre aspect, c'est de voir aussi quelles sont les actions auxquelles on participe et comment est-ce qu'on gère son image. C'est très important de pouvoir gérer son image. Si vous voulez être influenceur et que derrière, vous ne vous souciez pas des caractéristiques de votre cible, de leurs attentes, vous risquez de participer à des événements ou de vous allier à des causes ou à des individus qui, en réalité,
sont en porte-à-faux par rapport à la perception globale de votre public. Donc, il est important de pouvoir regarder votre public, de pouvoir travailler votre crédibilité, votre connaissance, votre compréhension, votre expertise. C'est là que vous pourrez notamment aller, en tout cas, plus loin dans l'influence pour que l'influence ne soit pas seulement des vues et des likes, mais que ça soit plus, en fait, des décisions d'achat. Voilà. L'autre aspect, c'est de pouvoir, en fait, si vous n'êtes pas représentant particulier d'une marque, parce que si vous êtes représentant d'une marque, je crois qu'il est important de déclarer votre conflit d'intérêts. C'est très important de dire, moi je suis influenceur, mais je défends telle marque, ou bien je suis image de telle marque, pour que ça soit très très clair. Il ne faut pas brouiller les cartes. Voilà, je crois qu'il faut, si vous défendez une marque, dites-le très très clairement et défendez-le très très bien. Par contre, maintenant, si vous ne défendez pas de marque particulière, essayez le plus possible quand même de jouer sur l'objectivité. Parce que ceux qui veulent acheter et qui se posent des questions, ils ont une peur. N'oubliez pas, on avait une fois fait une vidéo sur les craintes et les inhibitions du client dans son processus d'achat. Dans le processus d'achat, le client peut se dire, ok, moi je veux bien l'acheter, mais je ne sais pas quoi choisir. Et j'ai envie d'avoir un conseil, j'allais dire, impartial, d'avoir quelqu'un qui va réellement me dire, bah, écoute, tu as 5 marques, voilà leurs avantages, voilà leurs inconvénients, etc. Voilà mon expérience, ben, toi aussi tu peux essayer, des trucs comme ça. Mais il faut qu'il y ait un peu cet aspect-là. Voilà. Alors, tout ça pour dire que je vois une floraison de personnes qui se font appeler influenceurs. Je crois que c'est bon pour son ego personnel d'avoir beaucoup de followers, d'avoir beaucoup de likes. C'est bon pour son ego personnel. Mais pour vraiment transformer ce capital-là d'abonnés et tout ça, pour le transformer, je crois qu'il est nécessaire de travailler son profil d'influenceur, de voir réellement c'est quoi sa stratégie, c'est quoi l'image qu'on veut donner, comment construire une vraie crédibilité, comment notamment en tout cas faire converger toute son image, toutes ses activités autour notamment de la marque ou des activités qu'on veut promouvoir pour pouvoir aller plus loin, faire très très attention aux connexions avec des personnes qui sont en porte-à-faux avec votre public, avec des activités qui sont en porte-à-faux avec des publics ou tout simplement avec des thèmes qui quelquefois sont des causes de division pour votre public. Voilà. Donc c'est vraiment sur ces points-là que je voulais apporter en tout cas quelques contributions, même si, disons-le, un autre point qui est souvent enseigné dans les livres de marketing, c'est de dire qu'il y a un quatrième facteur d'influence, c'est le bouche à oreille. Bien sûr, le bouche à oreille, ce n'est pas une personne, mais c'est un phénomène d'influence, même si le bouche à oreille continue à exister, qui est très très important, et qui aujourd'hui est encore plus important à travers ce qu'on appelle le marketing viral, parce que quand les informations passent par des supports électroniques, ça devient plus du bouche à oreille, ça devient 1000 fois plus rapide, ça devient viral, ça devient notamment, en tout cas, beaucoup plus bénéfique ou beaucoup plus toxique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour les influenceurs. On n'est pas influenceur justement pour son ego, pour être beau, pour beaucoup parler. Je crois que les influenceurs, en tout cas dans le domaine commercial, on en a besoin. Et on en a besoin comme des gens qui vont amener les consommateurs à choisir notre marque au détriment de ceux de la concurrence. Et pour que vous puissiez amener les consommateurs à choisir notre marque au détriment de ceux, des concurrents, il vous faudra être crédible. C'est très important auprès de ces gens-là. Parce que si vous n'avez pas de crédibilité, votre message ne passe pas. On a besoin que vous ayez du leadership, que vous puissiez être quelqu'un qui a de l'avant-garde, qui soutient officiellement les causes de la marque, qui défend l'histoire de la marque, qui défend les combats de la marque. Vous devez être quelqu'un d'alerte, qui suit, qui analyse très très bien ses suiveurs, ses followers, qui regarde les statistiques, qui me suit, quelles sont leurs caractéristiques, etc., pour pouvoir mieux affiner son discours, mieux affiner ses messages et mieux notamment aussi sensibiliser, organiser, attirer et fidéliser notamment sa population de followers ou en tout cas de personnes qui likent. Voilà. Il ne s'agit pas de dire je suis très beau ou j'ai 1000 likes, ce n'est pas forcément le plus important. Donc travaillons la crédibilité, analysons très très bien ceux qui nous suivent, développons de manière importante notre expertise, travaillons notre image pour ne pas l'écorner
et servons encore plus les entreprises, surtout les entreprises sénégalaises. La crise a montré que, la crise actuelle a montré que c'est vrai, on ne peut pas manquer d'importer, mais on ne peut pas tout importer. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les chaînes d'approvisionnement sont rompues. Nous sommes extrêmement exposés avec des risques énormes de rupture de stock de tout, parce qu'on importe tout. Donc, je demande à nos influenceurs, surtout sénégalais, africains, de faire la promotion des marques africaines. Je vous remercie. Toutes mes félicitations à Laye Bombasek. Je reviendrai quand ce sera nécessaire. Donnez vos feedbacks, ce sera avec plaisir. Bon confinement, avec plaisir. Apprenez, jouez, protégez-vous et que Dieu nous protège tous. Je vous remercie et bonne fin d'après-midi. Merci.